La réunion du groupe consultatif sur le programme national de développement 2016-2020 se tient demain à Paris. Pour s'assurer de son bon déroulement, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a échangé avec des responsables du bureau de la Banque mondiale dans la capitale française. Le chef du gouvernement a également fait le point des préparatifs de cette rencontre. L'ONG Servir célèbre ses 20 ans. La présidente Mme Henriette Konan-Bédié a fait le bilan de l'organisation depuis sa création en 1996, un bilan jugé positif. À l'étranger, à Vienne en Autriche, les grandes puissances et les pays voisins de la Libye se sont dit prêts hier à livrer des armes au gouvernement d'union nationale parrainé par les Nations Unies. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre fait le point des préparatifs du PND 2016-2020. Daniel Cablon-Duncan s'est rendu au bureau de la Banque mondiale à Paris. Après des échanges avec des responsables de l'institution, le chef du gouvernement s'est entretenu avec des membres de la délégation ivoirienne. Franck Quadio est notre envoyé spécial à Paris. J-1, pourrait-on dire, le gouvernement ivoirien est à Paris pour mobiliser les ressources. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, conduisant le groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2016-2020, a visité cet après-midi les locaux de la représentation de la Banque mondiale, site des travaux. Première impression satisfaisante. Nous remercions la Banque mondiale parce que les choses se présentaient très bien. À nous maintenant d'être assez efficaces pour demain matin au niveau des prestations que nous devrons faire. Et comme en 2012, obtenir les résultats que la nation attend, c'est-à-dire le financement du PND 2016-2020. L'enjeu est en effet énorme. Il y a 30 000 milliards de francs CFA qui sont concernés, et dont 62% venant du secteur privé et les 38% venant du secteur, disons, que public. Et il nous faut à peu près 4 425 milliards de francs CFA de financement que nous attendons donc demain. On va essayer de faire le maximum pour obtenir ces montants. Le mardi 17 au mercredi 18 juin, 2 jours pour réussir le pari. La cérémonie d'ouverture sera consacrée aux échanges avec les partenaires techniques et financiers. C'est donc demain que débute à Paris la réunion du groupe consultatif sur le PND 2016-2020. Elle va tabler sur la mobilisation de plus de 4 425 milliards de francs CFA, une somme qui va servir à financer le deuxième plan national de développement. L'État ivoirien, le secteur privé et les bailleurs de fonds prennent part à ce conclave dont les enjeux nous sont présentés par Mahamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame. Dans notre volonté d'en savoir davantage sur ce que c'est qu'un groupe consultatif, nous sommes allés à la rencontre de Youssouf Karus, un jeune économiste ivoirien, patron d'un fonds d'investissement. Selon lui, le groupe consultatif de Paris pour le financement du plan national de développement PND 2016-2020 revêt d'importants enjeux. Il y a besoin de constituer une sorte de consortium autour du profil financier de la Côte d'Ivoire, autour des opportunités, pour que à la fois le gouvernement et ses partenaires donc, du secteur privé national et international puissent intervenir de concert pour mettre en œuvre ce programme national de développement. Et naturellement, le groupe consultatif est mis en place justement dans cet objectif-là. L'enjeu est donc de taille. Cependant, la Côte d'Ivoire a-t-elle des chances de mobiliser 4 425,2 milliards de francs CFA dans un contexte de ralentissement économique mondial? On a une croissance qui est, on va dire, vertigineuse comparativement à l'ensemble des pays de l'Afrique aujourd'hui. Un contexte continental qui n'est pas forcément florissant, mais une Côte d'Ivoire qui arrive à tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est sur cela que le ministère de l'économie et des finances et le ministère du plan doivent travailler pour justement séduire non seulement les acteurs locaux, mais les acteurs internationaux. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Si le succès de ce groupe consultatif est souhaité, ne faut-il pas craindre un risque de surendettement pour le pays? Le référentiel naturel pour examiner le poids de la dette sur l'économie, c'est le PIB. Si vous avez une dette qui progresse aussi vite que le PIB progresse, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas à vous inquiéter. En réalité, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire par rapport à la richesse créée, donc par rapport au PIB, est relativement stable dans le temps. Même si quand on regarde uniquement l'évolution de la dette, ça peut faire peur, mais derrière, c'est de la dette qui génère de la croissance. Une dette qui génère de la croissance.
Voilà ce que prévoit le PND 2016-2020. Il projette notamment un taux de croissance de 9,8 en 2016, 8,9 en 2017, 8,8 en 2018, 8,3 en 2019 et 8 en 2020. Si cette dynamique prévisionnelle se confirme, on pourrait alors parler d'un deuxième miracle économique ivoirien avec à la clé un statut des pays émergents. 40 cadres de l'administration publique ont achevé leur formation. Ils ont été instruits sur les procédures de passation de marché. La formation a été financée par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Elle a été initiée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Moussa Kounaté. Ils ont reçu une formation sur les procédures de passation de marché. Ces cadres de l'administration publique et du secteur privé, au nombre de 40, ont enrichi leurs connaissances sur la préparation, l'évaluation des offres de biens et services, la conclusion et l'exécution des contrats. La passation des marchés est un domaine qui mobilise actuellement tous les États en Afrique. Et cet atelier nous a permis quand même d'avoir une vision assez approfondie de la chose qu'on faisait avant. Et donc pour moi, ça m'a donné beaucoup d'outils qui vont me permettre d'être plus performant dans mon domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est une insuffisance qui est vraiment comblée parce qu'il y a longtemps que je cherchais à être formée. Donc je pars très satisfaite car le contenu des modules dispensés était vraiment important. Cette formation, conduite par le CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a été financée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les autorités ivoiriennes se réjouissent de l'initiative. La formation, c'est l'investissement important pour le développement du capital humain. C'est une très grande satisfaction. C'est le lieu de remercier la BADEA. Un renforcement des capacités sur les règles de la passation de marché pour une meilleure compétitivité. Reste à souhaiter que les acquis de cette formation contribuent au rayonnement et au développement économique du pays. De 350 francs CFA le kilogramme en février, le prix Borchamp de la noix de cajou est passé à 650 francs CFA en avril. Des changements qui préoccupent les acheteurs et les producteurs. Qu'est-ce qui explique ces variations de prix? Le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD a donné des éléments de réponse à notre reporter Francis Boifo. La campagne de commercialisation de la noix de cajou se déroule bien. Un constat, le prix Borchamp de la noix brute évolue selon l'offre. De février à avril 2016, il est passé de 350 à 650 francs CFA. Actuellement, le prix oscille entre 400 et 600 francs CFA, d'où la proposition de cet exportateur. À partir de maintenant, si l'autorité fixe le prix, qui prend en compte au début de la campagne, si c'est 375, au milieu de la campagne, un deuxième prix qui fait la fin de la campagne. Lors de la conférence qu'il a animée pour échanger avec les acteurs sur le fonctionnement de la filière, le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD a fait cet éclairage sur le mécanisme de fixation de prix. Contrairement au café et cacao, contrairement au coton, ils ont des bourses, ils ont des marchés à terme. Les contrats sont bien ficelés. À partir de ce moment-là, on peut arrêter un prix faible. Mais nous, on n'a pas tout ça. Tout ce qu'on a, c'est les offres de prix origine. L'offre de prix origine Côte d'Ivoire, l'offre de prix origine Ghana, l'offre de prix origine Guinée-Bissau. Et l'offre de prix origine se forme uniquement que sur la qualité que vous mettez sur le marché international. En attendant la mise en place d'autres mécanismes internationaux pour réguler le prix, Malamine Sanogo invite les acheteurs et exportateurs au respect du prix fixé par le marché national. On ne peut pas contrôler tout le monde. Il y a des éléments véreux dans tout groupe. Et ces éléments véreux, si nous les retrouvons, nous allons les extirper avec la plus grande énergie. Nous sommes premiers producteurs, ce n'est pas à nous de ternir l'image. Avec la réforme initiée par le gouvernement, l'ANACAD est désormais la principale filière agricole du Nord et de l'Est de la Côte d'Ivoire. De faux médicaments sont utilisés pour traiter le bétail en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'espace UEMOA. À la suite de ce constat, une campagne de sensibilisation et de répression a été lancée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle concerne plusieurs régions du pays. Le ministère a aussi procédé à la saisie et à la destruction de plusieurs produits pharmaceutiques. Victorine Yaoyoboui.
Le gros bétail, la volaille, des médicaments vétérinaires dont les antibiotiques sont administrés à tous ces animaux pour offrir des protéines de qualité aux consommateurs. Malheureusement, une étude de l'UMOA a prouvé que la plupart de ces médicaments sont soit périmés, soit prohibés. L'organisation sous-régionale a donc décidé de lutter contre ces faux médicaments dans son espace. En Côte d'Ivoire, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques investit les différentes régions pour sensibiliser les acteurs de l'élevage sur le danger que représente cette pratique. L'usage du médicament vétérinaire doit respecter les règles de prescription, dont le délai d'attente. Le non-respect de ce délai d'attente conduit à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, ce qui constitue un risque pour la santé publique. Dans cette bataille, les vétérinaires peuvent compter sur des alliés, les autorités administratives. À Bouaké, Bouna, Agniblekro, Anyama et Bundiali, les 5 régions déjà visitées, préfets et sous-préfets, ont appelé les vendeurs de médicaments vétérinaires et éleveurs à se débarrasser de ces faux médicaments pour préserver la santé des populations. Quand on parle des médicaments des animaux, c'est aux animaux seulement qu'on pense. Mais derrière les animaux, c'est les hommes, puisque les hommes consomment ces animaux-là. Mais les médicaments que vous administrez à ces animaux, si ces médicaments ne sont pas bien, ça a une répercussion sur la santé. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser. La phase de sensibilisation étant terminée depuis 2015, la direction des services vétérinaires a décidé de réprimer en saisissant tous les produits périmés et prohibés. Ces produits ont été détruits et des amendes ont été infligées à leurs détenteurs. Le ministre des Ressources animales et halieutiques entend poursuivre cette action pour retirer les faux médicaments vétérinaires du marché ivoirien. Nous continuons le travail, donc cela ne va pas s'arrêter. Et également, nous allons même poursuivre tous les détenteurs de médicaments illicites qui sont mis sur le marché. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui font de la distribution de faux médicaments puissent être corrigés. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, les utilisateurs de faux médicaments vétérinaires encourent également des peines d'emprisonnement. Autant de précautions pour protéger la santé des consommateurs ivoiriens. L'ONG Servir a 20 ans avant la célébration de cet anniversaire prévu ce mercredi. La présidente, Mme Henriette Konan-Bédié, a dressé le bilan de l'organisation. Un bilan positif, nous dit Gabriel Zani. Elle est au service de tous depuis sa création en 1996. L'organisation non gouvernementale Servir, présidée par Henriette Konan-Bédié, a exactement ce lundi 16 mai 20 ans. C'est avec beaucoup de satisfaction que la présidente parle de son organisation. C'est ma passion. J'adore l'homme, donc j'aime aider parce qu'on ne peut pas vivre seul, heureux. Et quand vous voyez autour de vous les gens heureux, moi personnellement, ça me donne un baume au cœur. C'est pour cette raison que j'ai créé Servir pour pouvoir être aux côtés de ceux qui ont besoin d'aide. Créée à l'origine pour aider les handicapés physiques, l'ONG a diversifié son domaine d'intervention avec le temps. Les aides d'urgence, l'éducation, la formation et l'alphabétisation, l'environnement, le développement durable et enfin la santé font partie depuis des années de son programme d'aide. Nous avons offert aux handicapés étudiants un car spécialement fait pour eux. Et ça, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. On a offert dans le CHU des appareils de dialyse. J'ai touché un peu à toute la formation, la santé, parce que je pense que toutes les couches avaient besoin d'être aidées.
dont d'une ambulance à la commune d'Aboisseau et d'un appareil de mammographie au CHU de Yopougon, d'appareils dentaires au centre médico-scolaire de Port-Boué et remise d'ouvrages scolaires dans des établissements à Abidjan. Pour ne citer que ces actions, l'utilité publique de servir n'est plus à démontrer. L'ONG est aussi à l'origine de l'instauration de la loi relative à l'extinction des handicapés dans la fonction publique. L'Assemblée a voté une loi pour permettre aux handicapés de pouvoir travailler dans le public et dans le parapublic. Et ma grande satisfaction, c'est de voir mes handicapés maintenant être des avocats, des magistrats. Et ça, c'est ma fierté, c'est la fierté de l'équipe en fait. Le mercredi 18 mai, date de célébration de l'anniversaire de l'association. L'équipe de Servir prévoit tenir la cérémonie en présence de ses partenaires et donateurs sur le site du centre d'hémodialyse en construction dans la commune d'Atekoubé. La ville de Grand-Bassam abrite depuis le 12 mai une rencontre des élus locaux de l'espace UEMOA, rencontre au cours de laquelle un programme de développement territorial a été élaboré. Ce programme doit être validé à la prochaine réunion de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra à Dakar le mois prochain. Mamadou Kwasi. De nouveaux chantiers pour le développement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Au nombre de ces chantiers qui vont améliorer les conditions de vie des populations, un programme de coopération transfrontalière locale, l'étude sur le foncier urbain et une harmonisation de la décentralisation financière. En clair, les collectivités territoriales de l'espace UEMOA souhaitent avoir un même taux de subvention destiné aux collectivités, moteur du développement. Une position soutenue par la commission de l'UEMOA qui veut axer sa politique de développement sur les villes et régions, car plus proches des populations. 20 ans, la commission travaille avec les États. Mais depuis les 4 dernières années, nous avons décidé de travailler avec les collectivités territoriales pour la maîtrise de l'espace communautaire qui sont donc nécessaires pour le développement équilibré, soutenu de notre espace. Faire en sorte que nos différentes résolutions soient prises en compte par nos chefs d'État pour que de plus en plus les élus de l'espace UEMOA soient de vrais acteurs de l'intégration, mais aussi du développement de l'espace UEMOA. Pour le président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, Albert François Amicha, représentant par ailleurs le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à la clôture des travaux, les chantiers lancés pourront permettre d'apporter un mieux-être aux populations. Les élus locaux s'engagent à la suite de l'appel qu'a lancé le ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, à s'impliquer dans cette lutte, à jouer leur participation dans la lutte contre le terrorisme et de manière plus générale dans la lutte contre l'insécurité dans nos territoires. Les résolutions de cette rencontre de Grand-Bassam seront soumises le mois prochain à Dakar lors de la conférence des chefs d'État de l'espace UEMOA. Mais avant, les élus locaux de l'espace UEMOA font un plaidoyer auprès du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA pour la prise en compte de ses préoccupations. Le Conseil régional du Moronou va financer des projets de développement à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA au profit des populations. Cette somme est un don de la présidente de ce conseil régional, Véronique Aka. Léon Brou. Krigbe, département de Bongouanou, plus de griots pour les annonces communautaires. Désormais, c'est à partir de cette cabine et 15 mégaphones, une sorte de radio dite villageoise, trouvaille de la mutuelle de développement de Krigbe. La MUDEC, également auteur de ces 7 villas, échantillon d'une cité de 26 logements, un projet d'habitat rural qui se réalise au moins 7 ans après son lancement. Au début, les gens ne faisaient pas confiance en ce projet. Souvent, les cotisations ne rentrent pas comme on le souhaite. Et quand nous, on est arrivés, on a réveillé ces gens de projets. Venue s'en imprégner à l'occasion de l'inauguration de la radio villageoise, la présidente du conseil régional appelle à copier les projets de Krigbe pour l'émergence du Moronou, non sans affirmer la détermination de son conseil et la sienne propre à accompagner ce genre d'initiative. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander au cas de notre région de se mettre ensemble pour développer notre région d'abord, avant d'attendre l'État. Et ce qu'ils ont fait déjà, il faut d'abord les encourager. Si même je dois
apporter un apport, ça serait personnel. Ce soutien de Véronique Kaka, ce sont 10 tonnes de ciment et 10 millions de francs CFA pour booster respectivement le projet d'habitat rural et les activités génératrices de revenus pour femmes et jeunes. Sur fond du conseil régional, 10 millions de francs CFA disponibles pour l'aménagement des locaux de la gendarmerie, prise en compte prochaine du projet de ferme agro-pastorale de Krikbé, des nouvelles saluées par les populations qui ont également assisté à la récompense des lauréats des activités socio-culturelles et sportives de la MUDEC. Un mot de religion, plus de 2500 chrétiens catholiques du diocèse d'Abidjan ont terminé leur initiation chrétienne. Ils ont reçu hier dimanche de Pentecôte le sacrement de confirmation des mains de Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. La cérémonie a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul. Michel Mambo. 2518 jeunes chrétiens catholiques marqués du Saint-Crème en ce dimanche 15 mai, jour de la Pentecôte. Ils reçoivent ainsi le sacrement de confirmation après le baptême, une étape qui vient achever l'initiation chrétienne. Au nom du Saint-Esprit, ces ambassadeurs de miséricorde, de paix et d'amour pourront désormais aller partout annoncer l'Évangile. Il appartient à tous les chrétiens que nous sommes, et particulièrement à vous confirmants de cette année, d'être pour notre pays ceux et celles qui portent ces messages de pardon, de paix et d'amour. Sagesse, intelligence, force, connaissance, crainte de Dieu, des dons de l'esprit dont bénéficient ces jeunes en ce jour spécial. Leur mission, répandre autour d'eux l'amour et la paix. Cette cérémonie de sacrement de confirmation des jeunes est organisée chaque année par l'Office diocésain de la pastorale des jeunes d'Abidjan. 50 jours après Pâques, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ a été célébrée hier. Notre reporter Doigt de Laser a sillonné la ville d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a prévalu lors de la célébration de la Pentecôte. Un culte en langue baoulée à la paroisse de l'église Sema de Cocody, les Deux Plateaux. Ce jour de la Pentecôte, les fidèles de cette église ont célébré l'Esprit Saint. Pour le pasteur principal, la force du Saint-Esprit s'est révélée aux apôtres, apparaissant sous forme de langue de feu et qui se posa sur chacun d'eux. Un sacrement que tout chrétien doit recevoir. Recevoir l'évangile dans sa propre langue. À la Pentecôte, Dieu lui-même a répandu de son esprit sur ses enfants pour qu'ils puissent réellement proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Donc Christ nous a instruits à aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Les chrétiens de la mission internationale Source de Vie saisissent l'occasion de ce jour de piété pour rendre hommage à Dieu pour les 20 ans d'existence de leur Église. Le révérend père fondateur de l'Église appelle les fidèles à la maturité en se dissociant de toute œuvre qui n'honore pas le Seigneur. Comme Jésus a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis et quand il viendra, il parlera de moi. Donc aujourd'hui, nous commémorons la venue du Saint-Esprit après la montée de Jésus. Depuis 1996, Dieu nous a donné cette vision et il nous a soutenus. Après 20 ans, nous devons grandir et laisser Dieu nous conduire. Et c'est quand Dieu nous conduit que nous pouvons connaître la paix, le bonheur, la prospérité et la réconciliation véritable. La Pentecôte est le couronnement de la Pâque et de l'Ascension. Elle marque le début de l'Évangile, le moment où le don de l'Esprit Saint permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres respecteront en portant l'Évangile partout dans le monde. À l'étranger, réunis à Vienne, en Autriche, pour discuter du chaos libyen, les grandes puissances et les pays voisins de la